Bonsoir à tous, Kalispera Sas. Je suis Maria Wagini, je suis la directrice de l'Institut français de Grèce et je suis très heureuse ainsi que toute l'équipe de vous accueillir ici ce soir à l'Institut français pour cette table ronde intitulée une restauration du présent. Et cette table ronde prolonge le vernissage de l'exposition Archipel de pierre d'Elsa Mazo qui a été inaugurée tout à l'heure dans les jardins de l'École française d'Athènes. Je vous invite aussi à découvrir les pièces de la série Réactivation pigmentaire qui sont ici à l'Institut, dans le hall de l'Institut. Je sais que certains d'entre vous y étaient à l'instant, donc n'hésitez pas à y aller ensuite après la table ronde ou plus tard dans la semaine. Alors évidemment, je voudrais d'abord remercier très chaleureusement l'École française d'Athènes pour cette collaboration. Madame la directrice, chère Véronique Chankowski, encore un immense merci. Je suis très heureuse que cette soirée et cette exposition soient le fruit de notre travail conjoint, commun, puisque nos deux institutions partagent le même désir de créer du dialogue entre recherche, patrimoine et création contemporaine. Alors, à travers cette exposition, mais aussi à travers l'échange de ce soir, ce sont plusieurs gestes et plusieurs disciplines qui vont dialoguer, qui vont se rencontrer. L'archéologie, l'art contemporain, le travail de la pierre, la conservation, mais aussi l'expérience sensible du paysage, de la matière, du vivant. Donc, un très grand merci à tous d'être là pour assister et participer à cette conversation, à cette discussion qui s'annonce passionnante. Et pour finir, surtout, un très grand merci à l'artiste à qui on doit tout cela, Elsa Mazo, pour cette proposition artistique et intellectuelle très singulière. Et merci à tous nos intervenants ce soir qui ont accepté de participer à cette conversation, Monsieur Jean-Paul Demoule, Monsieur Yanis Korpondis et Madame Katerina Koskina, en plus d'Elsa Mazo, comme je viens de le dire. Je vous souhaite à tous une excellente soirée, Kalovradia, et à très bientôt à l'Institut français. Bonne soirée, et la parole est à Véronique Chankowski pour quelques mots. Encore merci. Merci beaucoup Maria. Bonsoir à tous et merci de votre présence ce soir. Vous avez eu pour beaucoup d'entre vous déjà l'occasion de parcourir dans les jardins de l'école l'exposition d'Elsa Mazo, Archipel de pierre, et nous avons souhaité poursuivre ce dialogue qui s'est déjà amorcé par son travail d'artiste et de plasticienne. Nous avons souhaité poursuivre ce dialogue par une table ronde dont vous voyez que les différents intervenants sont représentatifs de ce croisement des cultures professionnelles, des approches, qui sont souvent le bénéfice de ce dialogue qui s'instaure quand on met en relation la recherche et la création. Alors, l'École française d'Athènes est une institution de recherche qui travaille en archéologie et plus largement en histoire, en sciences humaines et sociales. Les très beaux jardins que nous avons constituent un cadre qui a souvent inspiré des artistes. L'école a 180 ans et elle a dans son histoire de très nombreux contacts avec des artistes. L'exposition Archipel de pierre est présentée dans les jardins de l'école et vous aurez l'occasion de revenir la voir et de profiter de cet espace et de cette réflexion qui est proposée sur la matière et puis la manière dont le geste est analysé et nous permet de rejoindre aussi des questions qui sont celles des archéologues. Alors je voudrais simplement, pour terminer cette introduction, vous dire deux mots des intervenants qui sont derrière moi et qui vont pouvoir dialoguer entre eux et dialoguer avec le public. D'abord Jean-Paul Demoule, qui est professeur émérite de proto-histoire européenne à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et membre honoraire de l'Institut universitaire de France. Jean-Paul Demoule a dirigé de nombreuses fouilles en France, en Grèce, en Bulgarie. Il est spécialiste aussi des enjeux liés à l'archéologie préventive. Et il a contribué à l'élaboration de la législation française en la matière et à la création de l'Institut national de recherche archéologique préventive, l'INRAP, qu'il a présidé de 2001 à 2008. Il est l'auteur de très nombreux ouvrages et de recherches qui portent notamment sur la néolithisation de l'Europe, les sociétés de l'âge du fer, mais des réflexions qui se sont développées aussi dans le domaine de l'histoire de l'archéologie et de son rôle social, sur la construction des idéologies, le problème indo-européen ou tout simplement la manière dont on peut, dans une écriture nationale, penser le patrimoine.
Yannis Karponitis, qui représente, lui, l'autre... oui. Carpentini, ce qui était dans votre... ok, merci. Alors, il est carrier et doctorant à l'École polytechnique nationale d'Athènes. Il est né sur l'île de Naxos dans une famille de carriers et donc en contact avec le marbre depuis son enfance. Et ce qui est intéressant dans son approche, c'est son expérience quotidienne du travail en carrière, ainsi que les échanges avec les artistes et les artisans qui viennent s'approvisionner dans ce matériau. Et c'est ce qui l'a conduit à développer une relation très personnelle avec la pierre, en créant par exemple en 2008 les premiers luminaires en marbre qui ont marqué le début d'une collection. Et il continue à explorer les possibilités qui sont offertes par la rencontre entre la lumière et le marbre de Naxos en concevant des pièces uniques qui jouent avec cette lumière, qui la filtre et qui la transforme. Katarina Koskina, c'est bien vous, est docteur en histoire de l'art, muséologue et commissaire d'exposition. Elle a travaillé au Centre culturel européen de Delphes, à la Fondation Kostopoulos comme commissaire et directrice artistique, à Alpha Bank en qualité de conseillère artistique et responsable de la collection d'art. Elle a également présidé de 2008 à 2015 le conseil d'administration du Musée national d'art contemporain de Thessalonique et dirigé plusieurs des biennales d'art contemporain de Thessalonique. Son curriculum compte de très nombreuses responsabilités, parmi lesquelles on pourra citer de 2014 à 2018 la direction du Musée national d'art contemporain d'Athènes, et elle a reçu pour l'ensemble de son œuvre les distinctions de chevalier de la Légion d'honneur en particulier, parmi beaucoup d'autres. Et puis, bien sûr, je dis un mot d'Elsa Amazo qui nous rassemble tous ce soir. Elsa est diplômée de l'École nationale des beaux-arts de Paris, des écoles d'arts appliquées Estienne et Olivier de Serres, ainsi que de l'Université Paris 8. Elle a également étudié à la School of Visual Arts à New York. Elle a développé son travail au cours de plusieurs résidences à Berlin, mais aussi au Japon, en Île-de-France, au laboratoire du CNRS qu'on appelle le Synchrotron Soleil et sur les chantiers de l'INRAP, de l'Institut national de recherche archéologique préventive, avec des œuvres qui figurent dans des collections publiques et privées qui ont été exposées en de nombreux endroits, le Centre Pompidou, le Palais Tokyo, les centres d'art de la Chapelle Saint-Jacques, du Parvis, à la Biennale de Tirana, à Tokyo, Musée des Beaux-Arts de Pau, à Lausanne, etc., avec de nombreux projets, en particulier récemment la commande publique du dispositif du 1% artistique à Pau. Et elle a débuté un travail qui est un dialogue avec la photographie et la matière et qui a commencé auprès des Indiens d'Amazonie au Brésil pour explorer l'habitabilité, mettre en œuvre des gestes et engager une pratique photographique performative qui partage avec le public de l'image. Alors, ces différents intervenants que nous avons la chance d'avoir ce soir sont, vous le voyez, représentatifs de disciplines différentes, de cultures professionnelles différentes, de visions différentes. C'est ce qui nous a semblé particulièrement intéressant de les entendre et de nous permettre d'aborder de différentes manières et avec différents regards ce qui nous réunit tous, c'est-à-dire le lien avec la matière, le geste, la création et l'attention portée au patrimoine. Merci à tous. Un grand merci à eux d'avoir été disponibles. Et la table ronde sera animée par Anouk Rijad de l'Institut français de Grèce. Merci Véronique, merci Maria.
Bonsoir à tous, merci d'être présents ce soir. Je ne m'attarde pas plus longtemps sur l'introduction, je vous propose qu'on commence assez rapidement la discussion. Je suis donc Anouk Rijat, je suis l'attachée culturelle ici à l'Institut français de Grèce. On va essayer de partager la discussion entre le français et le grec, comme on a l'habitude de le faire ici à l'Institut. Et peut-être pour commencer et lancer les choses, on va vous proposer de découvrir un extrait d'un film d'Elsa Mazo qui accompagne sa recherche et puis proposer un premier tour de table pour voir les points de vue de chacun sur ces thématiques qui nous sont proposées ce soir. Alors, je me permets de prendre la parole. Il s'agit d'un extrait extrêmement court qui n'est pas uniquement le film, mais effectivement, c'est un documentaire au début, mais il a été transformé pour qu'on puisse voir des images qui sont issues des pièces de l'exposition. Voilà, alors c'était juste pour resituer quelques éléments que nous n'avons pas forcément dans l'exposition. Donc, moi, j'ai engagé cette recherche auprès des carriers, des habitants et d'archéologues. Et donc, elle s'ancre dans plusieurs endroits, à la fois la carrière de Akinidaro, qui est à Naxos, sur le site archéologique de Délo, et dans des musées que sont le musée archéologique d'Athènes, le musée d'art cycladique ou le Louvre. Cette recherche, en fait, elle est née en Égypte et notamment sur le site de Karnak. Et je pense qu'elle vient du fait d'une espèce d'obsession d'un lieu où habiter, qui m'a donné une grande attention aux architectures et à leur histoire. Et ça m'a menée vers l'archéologie que j'explore depuis un certain nombre d'années, à ma manière, pas en tant qu'archéologue. Depuis les années 2000, je travaille sur la matérialité des images et je me tourne vers des matériaux naturels qui sont liés à la construction et à l'architecture. Je souhaite qu'en fait les gestes performatifs qui existent lors de la prise de vue soient comme absorbés par le support pour y inscrire une présence. Et c'est pour moi une manière de réinscrire l'espace vécu du point de vue de l'expérience.
Alors, quand je place devant l'appareil des écrans, en fait, qui font des filtres, ça introduit une distance et une opacité au sujet. Je joue en quelque sorte des appareils. Et ces gestes de la prise de vue, qui, dans l'aventure physique, par exemple comme à Délos, la nuit avec la poussière de marbre, nécessitent une concentration, une respiration. Il y a un abandon du geste. Il devient plus intuitif. Et c'est ce qu'on peut voir, par exemple, dans la pièce Souffle sédimentaire, dans l'exposition. Et avec cette poussière donc, de marbre naxiant que j'ai rapportée volontairement sur l'île de Délos pour resituer cette architecture et d'une certaine manière faire appel aussi à cette poussière qui fait un écran de pluie devant l'objectif. Et donc, les images naissent entre la dispersion de la poussière, qui évoque donc la pierre et sa structure cristalline, et le site antique lui-même. C'est un peu comme une écriture atmosphérique avec le vent. Dans la pièce qui est ici, qui s'appelle Réactivation pigmentaire, le travail qui est plutôt au sein d'institutions muséales, je les aborde, en fait, j'aborde un peu ces sculptures antiques comme si c'était des surfaces actives comparables aux plaques photographiques. Et je superpose des pigments qui sont d'ailleurs à l'origine des épices, comme du cumin, du curcumin ou du bleu d'Égypte, comme une mémoire possible de la polychromie sans la figer, puisque les images sont issues du geste. Et c'est à chaque fois, depuis un espace de travail, que les questions sont adressées pour créer un champ de circulation entre des pratiques qui, chacune à leur manière, travaillent avec des fragments et des temporalités complètement hétérogènes. Et c'est ce qui m'a conduit à souhaiter inviter des personnes qui sont dans des champs très diversifiés et à poser des questions ouvertes, auxquelles évidemment ils peuvent répondre comme ils l'entendent. Donc je souhaitais vous dire les questions que je leur adresse. Donc je me propose de les lire. Il y en a beaucoup, mais je peux en dire quelques-unes. Par exemple, comment les gestes des ouvriers, des habitants ou des usagers du territoire, à travers leur savoir-faire et leur rapport au quotidien au lieu, proposent une autre approche de la restauration et de l'archéologie, qui est finalement située en dehors des cadres savants et institutionnels. Aussi, comment ceux qui pratiquent et arpentent les lieux ont accès à un savoir et posent des questions légitimes quant à l'histoire. Est-ce que habiter un site, y travailler, y circuler, donne-t-il la possibilité de savoir ? Comment la restauration et l'archéologie sont-elles vécues et comprises et réinterprétées par les habitants locaux ? Ces stratifications, ces étagements de vie, sont-elles une manière de réfléchir la restauration et l'archéologie à partir du présent, à partir de ceux qui y vivent ? L'expérience directe et corporelle aux objets et aux architectures contribue-t-il à ce savoir ? Si on met en corrélation l'espace habité et l'espace fouillé, et j'ai le souvenir justement de ce chantier de l'INRAP absolument incroyable en banlieue parisienne, y a-t-il une tension avec le sous-sol ? Donc c'est à travers ce dialogue en fait pluridisciplinaire que je souhaite poser l'ensemble de ces questions. L'objectif étant d'explorer la restauration non comme un acte uniquement technique ou patrimonial, mais aussi comme un processus collectif,
façonnés par des dimensions sensibles et qui peuvent puiser au sein de domaines artistiques, sociaux, politiques, écologiques ou relationnels. Merci beaucoup. Avec cette série de questions, je pense qu'on a déjà de la matière pour lancer la discussion. Et je vous propose peut-être, Jean-Paul Demoule, de commencer en choisissant peut-être l'une des questions. Mais il me semble que dans les questions que pose Elsa sur les liens entre lieux fouillés, lieux habités, se retrouve toute une partie de votre travail et de vos réflexions en lien avec le concept large d'archéologie du présent, qui est un des concepts que vous avez travaillé et que vous mettez en pratique. Oui, puisqu'il y a quelques années, la rencontre d'archéologie et art contemporain pouvait paraître complètement improbable, alors que maintenant, effectivement, c'est quelque chose, je ne dirais pas banal, mais qui en tout cas est, fait partie du champ culturel contemporain. Alors, le paradoxe, comme je disais tout à l'heure hors champ à Valérie Chankowski, c'est que ma génération du baby-boom d'archéologues, notre problème, c'était de nous débarrasser de l'art, de l'histoire de l'art. Puisque quand l'archéologie au sens moderne émerge à la Renaissance, l'archéologie, c'est uniquement les beaux objets qui sortent de terre. Et donc, nous, on était partisans justement de développer une archéologie anthropologique. Et d'ailleurs, quand il y a eu, pour revenir à la préhistoire de l'université, la scission entre Paris 1 et Paris 4, les deux universités, qui maintenant ont changé en partie de nom, eh bien, les collègues plutôt attachés à cette vision ancienne de l'archéologie sont partis dans l'UFR d'archéologie de Paris 4 et ceux qui étaient plutôt attachés à une vision anthropologique sont partis à Paris 1, même si maintenant les choses se sont brouillées. Et le paradoxe, c'est qu'effectivement, d'une certaine manière, nous avons été rattrapés par les artistes parce qu'un certain nombre d'artistes sont devenus d'une certaine façon des archéologues, c'est-à-dire se sont intéressés à quel est le devenir des objets, que restera-t-il de nos civilisations, etc. C'est comme ça que j'ai pu travailler avec Danesh Puri pour le déjeuner sous l'herbe, où il avait enterré tout un repas en 1983 que nous avons fouillé ensemble en 2010, ou avec Sophie Calle, qui avait ramassé toutes sortes d'objets divers et que nous avons transformés en objets archéologiques au musée d'Orsay il y a quelques années. Et donc avec Elsa Mazo, qui avait commencé à travailler justement sur un certain nombre de chantiers de l'INRAP et d'autres. Donc, effectivement, dans son travail, ce qui est tout à fait fascinant, c'est que ça pose les différents aspects de l'archéologie et de l'art contemporain mêlés. Avec ce travail sur le marbre, ces œuvres magnifiques qui sont si bien exposées dans les jardins de l'école française, et avec en plus le télescopage avec le 200e anniversaire de la première photographie faite par Niepce en 1926 ou 28. Il y a un débat. La photo en question actuellement est aux États-Unis, à l'Université du Texas, et les Français espèrent qu'elle va arriver. Oui, c'est 1800. Oui, excusez-moi, les archéologues, on n'en est pas un siècle près, hein, franchement. Donc, c'est dans 28 qu'aura lieu ça, et que donc le travail de Elsa Mazo a été aussi qualifié pour cet anniversaire. Hein, voilà. Et avec effectivement le même problème que des objets en général, des objets archéologiques, et sur lesquels un certain nombre d'artistes avaient réfléchi, c'est-à-dire leur disparition. Le problème est qu'est-ce qui restera de nous, par exemple, s'il y avait une catastrophe générale, hein, plus de support informatique, donc tout est effacé, supprimé.
plus de papier non plus, éminemment périssable. Donc il restera essentiellement les inscriptions, de manière tout à fait symbolique, les inscriptions funéraires sur les tombes, parce qu'elles sont gravées dans le marbre, ou à la rigueur les plaques en marbre d'inauguration de bâtiments, mais sinon il restera plus rien. Mais il restera au moins la pierre, effectivement. Tout l'organique a disparu. Et d'ailleurs, quand nous fouillons, moi j'ai essentiellement fouillé des sites terrestres, comme on dit, quand on va voir nos collègues qui fouillent des sites en milieu humide ou au contraire très sec, où tout s'est conservé, tout le matériel organique s'est conservé, ben, on s'aperçoit que nous, ce que nous fouillons, ben, on ne retrouve que ce qui n'est pas organique, c'est-à-dire les poteries, les outils en silex, quelquefois hein, en métal, quand on a de la chance, et que donc c'est une infime parcelle. Et donc Elsa Mazo a mis de plusieurs manières en lumière cette fragilité de nos cultures matérielles, avec justement dans les jardins de l'école, ces coussins sur lesquels il y a des photos, ou ces photos donc, qui sont destinées à rouiller. Normalement, dans 1000 ans, il ne devrait rien en rester, et même avant, ou effectivement ces photos sur le marbre qui devrait exposer donc, pour plusieurs mois en plein air, progressivement s'effacer. Donc, c'est ce que nous allons voir au fil des mois. Donc, c'est pour ça que je pense que Elsa m'a invité, et je l'en remercie. Merci beaucoup. Pour avoir un autre point de vue sur cette question du rapport entre la matière, le vivant, du point de vue des habitants, du point de vue des matières vivantes également, je me tourne peut-être vers vous, Yanis. Parmi les questions posées par Elsa initialement, il y avait celle du savoir qui pouvait être acquis dans la pratique et sur le terrain. Un savoir qui serait à la fois scientifique et vécu d'une façon différente. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez fait l'expérience en tant que carrier à Naxos? Est-ce que vous pouvez nous en parler? Et puis, vous avez aussi un point de vue, à vrai dire, qui est scientifique, puisque vous êtes chercheur également. Et je pense que ces deux casquettes se répondent sans doute. Micro, s'il vous plaît. Il n'y a pas de micro. Micro, s'il vous plaît. Il n'y a pas de micro. Je voudrais commencer par ce rapport que j'ai en tant que carriériste avec l'archéologie. Je suis archéologue d'une certaine façon, parce que tout cela est tellement lié à l'archéologie. Afin de travailler dans une carrière et extraire le marbre, il faut être versé en archéologie d'une certaine façon, parce qu'il n'y a pas de site archéologique qui pourrait être couvert sans les permissions, n'est-ce pas? Donc, c'est pour cela qu'il faut avoir un rapport au continu. Et c'est pour cela que je commençais le travail comme ça. On avait une archéologue qui a fait la visite de la carrière, une carrière qui était fonctionnelle depuis des décennies, mais faute d'un permis et d'une autorisation de la part de l'archéologie, on ne pouvait pas aller en avance. Donc, cette visite m'a un peu étonné. Bien sûr, l'archéologue m'a dit, écoutez, c'est tout à fait formel. Après 40 ans d'activité, ce n'est pas qu'on va vous interdire de travailler. N'empêche, on a commencé avec quelques détails. Par exemple, le contact visuel entre la carrière et le site archéologique. Ça, on m'a un peu interpellé. Comment ça se fait? Pourquoi c'est là? La réponse était claire et il y a un cadre réglementaire. Il ne doit pas y avoir un contact visuel entre le site archéologique et la carrière. Pour moi, c'était l'inverse, tout à fait contraire à ce que je croyais. Il faut avoir un contact visuel. C'est comme si on était découpé de la vérité. La carrière antique de Naxos y fonctionnait
Depuis 3000 ans, les plus anciennes pièces de marbre de Naxos datent de 6000 ans avant Jésus-Christ. Donc pendant 8000 ans déjà, on avait cette activité sur ce même site. Comment ça se fait maintenant que le cadre change? Comment ne pas avoir un contact visuel entre le site archéologique et la carrière? Donc ce premier contact est un paradoxe en soi. Et puis, on a eu quelques problèmes avec le fora des antiquités byzantines. Là, on m'a demandé que je produise un document topographique qui fasse preuve du site précis de la carrière, combien il y a d'églises byzantines à une distance de tels kilomètres, par exemple. À ces questions, moi, je dis, écoutez, moi, je ne pourrais pas savoir combien il y a d'églises et de temples byzantins tout autour de la carrière. Non, eux, ils insistaient. Il fallait absolument que je soumette un plan topographique qui reflète ces églises. En fin de compte, j'ai envoyé, moi, mon plan topographique de la carrière sans indication aucune d'une église. Bon, ils ont dit, bon, parfait, soit. Donc, pour quelqu'un qui travaille en carrière, le rapport entre nous et l'archéologie devient plutôt négatif. Il y a toujours une appréhension. Mais qu'est-ce qu'on va devenir si jamais on met fin à nos activités? Bon, cela dit. Quelques années plus tard, on a commencé à travailler avec le ministère de la Culture, parce que chaque fois qu'il y a restauration des bâtiments anciens, on a besoin d'extraire le matériel originel et puis le travail se fait sur base du même matériel, parce que la carrière est toujours là. Ou s'il n'y a pas de carrière, alors là, on utilise des matériaux alternatifs. Et c'est pour cela que nos rapports avec le ministère de la Culture est devenu plus intime, si je me permets. On a dû discuter, et puisqu'on parle de marbre de Naxos, pas tout marbre de Naxos est le même. Il faut toujours trouver quelle carrière de Naxos était à l'origine de tel ou tel marbre. Ce n'est pas facile à localiser cela. Puis, on s'est adressé à telle ou telle direction. On est en coopération. Et grâce à cet échange, on a peu à peu découvert des possibilités d'un dialogue plus positif. Et nous, en tant que carrière, on ne traite pas le marbre. Nous, on découpe, on travaille sur de volumes, sur de pièces de marbre. Mais pour le reste, nous, on ne traite pas. C'est une situation un peu particulière. Il se peut que je généralise un peu, on n'a pas le temps de tout expliquer, mais si vous voulez que je vous dise comment je perçois l'emploi du marbre. Pour les anciens, le marbre était du matériel de construction. Aujourd'hui, le marbre, pour nous, c'est une superficie, c'est différent. Il nous suffit tel ou tel marbre pour couvrir tel ou tel espace. Maintenant, le marbre n'est plus un matériel de construction. Ce n'est pas comme à l'Antiquité où tout un temple était construit en marbre. Maintenant, c'est une superficie. Il faut comprendre qu'à travers cette différence, plusieurs choses peuvent être perçues différemment. De toute façon, après plusieurs activités de restauration avec comme point culminant la restauration du temple d'Apollo à Délos. Pour ceux qui travaillent en carrière sur la montagne de Naxos, c'était vraiment sensationnel. En discutant avec des collègues sur place, parfois je m'étonnais, il était un peu détaché au début de cette sensation. Le grand plaisir pour quelqu'un comme nous est de trouver et extraire une pièce de marbre volumineuse intéressante. Pour le reste, ils ne savent pas ou ne veulent pas savoir. Parfois, on trouve du marbre tellement beau qu'on ne veut pas le vendre. J'ai eu le cas d'un client qui est venu à demander du marbre. On a trouvé le marbre, puis on ne voulait pas le vendre, tout simplement parce qu'on était tellement enchantés. On lui a dit, écoutez, donnez-nous quelques jours pour qu'on puisse profiter de cette beauté, puis on vous le donne. Mais pour ce qui est du temple d'Apollo, alors là, le travail était vraiment exceptionnel. Et vu le débat le débat suscité par ce projet, les choses furent différentes.
il y a eu beaucoup d'enthousiasme. Même les travailleurs de la carrière ont commencé à s'intéresser et travailler sur quelque chose qui a commencé il y a 3000 ans. Ce sont les ancêtres de ces travailleurs qui, à supposer, ont découpé le marbre qui a été par la suite acheminé jusqu'à Délos pour être utilisé comme matériel de construction pour le temple. Donc ça aussi, c'était exceptionnel. Et puisqu'on parle de nos rapports avec la pierre, lorsqu'on discutait du titre que je pourrais me donner pour participer à notre table ronde d'aujourd'hui, on hésitait entre propriétaire de carrière ou travailleur. Moi, je dirais que chaque mot a son propre sens et ça dépend de la rubrique. Notre rapport avec la pierre est différente. Je suis propriétaire. Qui dit propriétaire dit profit, hein, dit bénéfice. Mais le travailleur, c'est lui qui travaille à l'extraction de la pierre. Ça, c'est différent. Là, l'intérêt et la qualité, c'est le gisement qui intéresse. Malheureusement, les rôles se sont inversés. Comme on poursuit le lucre, les profits, parfois on rejette du matériel qui autrement aurait pu être bien utilisé parce qu'on est sous la pression de travailler vite et avoir du profit rapide. Les grands maîtres de l'extraction sont stressés. Ils ont le sentiment de ne pas faire les choses bien, étant en pleine précipitation. Bon, ceci dit, pour nous, en Naxos, on vit une situation différente parce que les trois rôles se concentrent en même personne. Heureusement que l'esprit du travailleur de la pierre, de celui qui extrait la pierre, l'emporte. Il y a deux carrières, dont une carrière qui est opérationnelle, l'autre est notre patrimoine, on va le travailler dans l'avenir. Et dans la carrière opérationnelle, on est encore au-dessous de 1/7 de ce qu'on aurait pu extraire. C'était sur propre initiative qu'on allait limiter l'extraction et limiter les volumes pour se limiter au strict minimum de la pierre qui est suffisante pour maintenir l'entreprise et nos travailleurs. Mais ceci, c'était notre propre idée, initiative. Je ne suis pas un propriétaire de carrière représentatif. Moi, je me considère comme travailleur à l'extraction de la pierre. Nous voulons épargner du temps, de l'énergie. Nous voulons travailler de manière différente. Chaque jour, on choisit si on va extraire ou pas, si on va rejeter ou pas. Et nous travaillons sur le sentiment que le temps nécessaire pour une pierre soit créée pendant des milliers d'années, que vraiment ce serait dommage tout gâter en se précipitant. Donc c'est pour cela qu'on va au pas à pas. Beaucoup d'autres questions sur l'utilisation de la pierre extraite, sur les rebuts, leur utilisation. Et ça fait aussi partie des choses sur lesquelles Elsa Mazo a travaillé. Et on pourra sans doute y revenir. Mais avant de prendre peut-être de faire un nouveau tour et d'ouvrir d'autres questions, je voulais passer la parole à Katerina Koskina, qui nous parle, elle, d'un point de vue d'historienne de l'art, de commissaire d'exposition. Katerina, vous aurez sans doute des impressions à nous livrer sur ce que commençait à expliquer Jean-Paul Demoule sur les rapports entre archéologie et art contemporain, à la fois Jean-Paul Demoule et Elsa Mazo, parce que c'est quelque chose que vous avez aussi travaillé et exploré. Je parle grec ou en grec, peut-être. Grec. Bonsoir. Tout à fait. J'ai suivi avec grand intérêt tout ce qui vient d'être dit et je me réjouis du fait que vous m'avez invité, que je suis ici en tant que commissaire et historienne d'art, mais surtout comme commissaire.
l'œuvre de l'œuvre exposée dans le jardin de l'école française, mais cette table ronde en soi sont une expression très éloquente de tout ce qu'on discute. Parmi les aspects les plus saillants, et je leur ai dit pour ce qui me concerne en tant que commissaire professionnel et artistique, je dirais que, en fait, ceci est un point de rencontre clairement interdisciplinaire dans ces sens que d'un côté, on implique l'archéologie en soi une discipline scientifique, mais aussi une réalité de thématologie transversale. Et parmi les thèmes très intéressants qui viennent d'être suscités par Yanis, c'était l'aspect de l'ordre moral qui devrait déterminer l'utilisation de la pierre. Chaque fois qu'on parle du matériel, on pense que c'est quelque chose de consommable et qu'on ne devrait pas y donner trop grande importance. Mais voici une dimension très importante qui rentre, la dimension de l'économie de l'échelle, de la protection de l'environnement, de la protection du patrimoine, et pas seulement de la patrimoine local. C'est une question aussi poussée que cela puisse vous paraître. C'est une chose qui concerne l'univers, pas seulement la Terre. La question de l'extraction de la pierre, la question de ce matériel, comme c'est le marbre, cette condensation de cristaux, et bien sûr, dans l'œuvre d'Elsa, ceci deviennent par beaucoup évident. Elle-même, elle nous rappelle, d'un côté, elle parle d'une superficie. En vous entendant parler, je me disais, est-ce qu'on est vraiment conscient à quel point l'approche d'un artiste et l'approche d'un archéologue professeur et aussi l'approche d'un travailleur de carrière, à part les autres qualités, pour ne pas trop confondre, sont des choses complémentaires. Il y a une complémentarité étonnante. Elsa Mazo utilise une découpe de marbre et déjà elle a en main une superficie artistique. Ceci pourrait être la peinture parce qu'il y a des pigments, elle l'a dit, mais c'est aussi une superficie photographique, une surface parfois difficile à travailler. Et puis, il y a impression sur la surface. C'est là où elle imprime ses photographies en tant que photographe artiste, tout en nous rappelant ce que c'est que ces matériaux, en jetant dans l'air et sur les photos noir sur blanc, cette poussière qui a été captée, la poussière de marbre, aidée aussi par les brises des Cyclades. Alors, essentiellement, qu'est-ce qu'elle fait? À travers la matière, elle projette la matière, ne fût-ce que d'une façon différente. En même temps, un troisième aspect aussi impressionnant est que tout ce qu'on, nous, les êtres humains, connaissons, c'est quelque chose de très particulier. On est la poussière de l'univers, la poussière des étoiles. Ça devient ontologique, ça devient réflectif, ça devient intellectuel. Beaucoup plus qu'identifier les origines, autant entrer dans ce raisonnement et de recherche. Et en suivant ce que Yanis vient de nous dire, j'ai été ému, profondément touché par le fait de cette différenciation. Il fait un distinguo. Il a dit, nous sommes très cauteleux, plutôt que traiter le marbre en tant que matériau de construction, comme on faisait par le passé. Maintenant, on rêvait
Il y a des revêtissements en marbre s'appuyant sur les tuiles ou autres supports. En architecture, depuis déjà très longtemps, je dirais même depuis les origines de l'architecture, et surtout pendant la Renaissance, c'était très clair. Dans plusieurs cas de construction de Renaissance, surtout en Italie, il y a des marbres différents, et c'est comme un petit puzzle avec des motifs géométriques impressionnants et avec beaucoup de perspectives. C'est vraiment une chose passionnante. Mais la façon de gens que de s'approcher de la notion de la pierre m'a vraiment touché. Je me demande comment vous avez perçu cela. Pour lui, le marbre est une pierre précieuse, pas seulement une pierre. D'où la dimension déontologique et morale. La pierre de Naxos, c'est une pierre qui a été utilisée pour créer ces statues sensationnelles. Et en les regardant, en les contemplant, nous percevons pas seulement la beauté, pas seulement le génie de l'artiste derrière la statue, mais en même temps, on a perçu la matière et son rapport à la lumière, ce qui devient ô combien évident à travers le travail d'Elsa. Je ne vois pas pourquoi je dirais davantage. Je même improvisé, j'ai été guidé, soi-disant, par cette inspiration qui a suscité en moi Yannis Karpontinis. En effet, vous m'avez profondément touché, monsieur. Je m'en réjouis parce que vraiment, on ne saurait jamais parler d'art faute d'avoir vraiment la notion du respect et de l'admiration, faute de percevoir l'intemporalité de l'art. Et en concluant, vous parlez d'art moderne, moi je dis, il n'y a pas d'art moderne. Un paradoxe, moi qui viens de l'art moderne, parce que chaque expression d'art est moderne. Ce qu'aujourd'hui on considère classique fut jadis révolutionnaire. Moi, je ne pourrais jamais contempler l'art en tant que chose détachée de son contexte historique. Et cette exposition suscite beaucoup de questions par rapport à ce sujet. Ce n'est pas seulement le résultat, ce n'est pas seulement le matériau en soi, c'est aussi la technique, c'est la méthode utilisée. Je me retiens. Pour aller davantage, on va y revenir sans doute et merci. Merci Catherine. Je propose d'y revenir tout de suite. On parle de matière et on parle de gestes. Il y a effectivement quelque chose de performatif aussi dans la façon dont les œuvres d'Elsa Mazo sont créées. Donc Elsa, je voudrais peut-être vous repasser la parole pour rentrer un petit peu dans les détails de la technique que vous employez, la façon dont les pièces ont été conçues, imaginées, avec ces questions à la fois de gestes et de matière, et puis les rapports avec Yannis, avec les ouvriers de la carrière de Naxos aussi, dans ce travail qui a été mené. Alors, moi, je resitue en fait mon travail est pensé dans la rencontre avec l'autre. J'ai réalisé mes premières images chez les Indiens Yanomami, et pour moi, c'est un point de départ parce qu'en fait, il n'y avait pas possibilité d'image. Parce qu'ils considèrent qu'on leur vole leur âme. Donc, je leur ai donné l'appareil photographie pour entrer en relation avec eux. Et c'est cet échange, en fait, en quelque sorte, ils m'ont appris à prendre une photographie. Et j'ai, par la suite, décidé que c'est ces rencontres qui allaient produire les photographies. Donc, j'ai toujours sollicité des gestes des autres, qui aujourd'hui deviennent d'ailleurs les miens, mais c'est assez récent, et qui sont dans ces performances en fait, qui s'inscrivent dans l'image et qui s'inscrivent aussi dans la matière. Et donc ça fait depuis les années 2000, je travaille réellement sur une matérialité des images. Et donc effectivement, j'imprime sur des matériaux qui sont souvent des matériaux de construction, puisque ce qui m'intéresse,
effectivement, c'est des questions d'habitabilité et donc l'architecture en premier lieu m'a intéressée. D'ailleurs, j'inscrivais tout mon travail au sein d'un espace essentiellement urbain. Et puis, il y a eu cette découverte des chantiers de l'INRAP. Enfin, je ne connaissais pas à l'époque Jean-Paul Demoule. Donc, j'ai découvert l'INRAP avant Jean-Paul Demoule, et notamment à Bobigny. Donc là, par contre, je ne vais pas être très précise, mais de choc visuel où, où des bâtiments HLM rencontraient des fouilles au pied de ces bâtiments. Donc, ça faisait des chocs visuels absolument incroyables. Et moi, m'intéressant et travaillant avec les habitants, sollicitant des gestes auprès des habitants, j'ai commencé à poser la question effectivement de cette origine et de comment on cohabite avec ces stratifications, avec ces fouilles, avec ces recherches qui à des moments prennent des dimensions incroyables, notamment dans des diagnostics archéologiques qui sont là sur des hectares et qui aussi voisinent des habitations. Et donc, j'ai initié une série de travaux avec les voisins, si je puis dire, de ces chantiers. Donc, ce qui m'intéresse dans cette matérialité de l'image, c'est qu'à la fois, il y a quelque chose de corporel, à la fois dans la prise de vue, qui rencontre la matière par l'impression. Mais ce qui m'importe, c'est qu'il n'y ait pas de la relation entre le support et l'image doit être égale. C'est-à-dire qu'il m'importe d'abord qu'on voit le matériau et ensuite puisse deviner les images. Voilà. Et donc, dans ce marbre Naxian, ce qui m'a intéressé, c'est aussi parce qu'il y a cet aspect cristallin du marbre qui permet une transparence et donc qui rencontre finalement peut-être encore plus l'image, puisqu'il y a quelque chose de l'ordre du calque. Et puis, il y a cette physicalité des formes, c'est-à-dire que pour moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est cette histoire corporelle, c'est-à-dire que le fait de rencontrer des gens, et notamment des ouvriers qui ont un engagement corporel très fort au sein de ces carrières, je souhaite que ça puisse se retrouver dans la matérialité des objets photographiques. Et aussi, ce que j'ai trouvé très beau, parce que évidemment, je me suis inspirée à la fois de ce que je vois dans les marbreries, et ce que je vois dans la carrière, et ce que j'ai vu sur les chantiers de fouilles. Mais ce que je trouve aussi magnifique, c'est de ne pas devoir choisir, c'est-à-dire de ne pas devoir choisir un format, de ne pas devoir choisir une forme qu'a la photographie ou l'objet photographique, puisqu'en fait, ces formes, elles sont intrinsèques au bloc. Et ces blocs qui sont tranchés, qui permettent évidemment ces objets photographiques. Mais moi, je ne choisis pas le contour, le pourtour. Et donc, il y a cette matérialité qui est celle de la pierre que l'on voit autour des images et qui n'a pas été travaillée ni touchée. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Si, tout à fait, en ouvrant encore quelques autres pistes. Mais dans ce que vous dites sur le lien avec le vivant et les habitants et les ouvriers, en l'occurrence, pour parler de la carrière, il y a aussi une porte vers Jean-Paul Demoule, je pense, et les questions d'archéologie préventive que vous avez pu observer en France. Là, on est dans quelque chose qui est précisément, qui pose des questions précises pour Naxos et pour la carrière, mais il y a des rapports entre habitants et chantiers de fouilles qui se sont posés aussi pour vous, Jean-Paul Demoule, en France, et dans le cadre de votre travail à l'INRAP, qu'on a cité plusieurs fois, donc l'Institut national de recherche et d'archéologie préventive. Oui, ben,
pour rester en même temps en contact avec le travail d'Elsa Mazo, ce qui est en cause, c'est effectivement la pérennité de nos objets, des objets humains, puisque l'archéologie préventive, c'est fouiller plus ou moins vite ou plus ou moins en catastrophe des sites archéologiques qui étaient là tranquillement depuis des centaines, des milliers d'années, parce qu'il va y avoir un aménagement. Je prends souvent dans mes prises de parole l'exemple d'une fouille que j'avais suivie quand j'étais à l'INRAP, qui était à Nîmes, où on avait tout un quartier romain parfaitement préservé depuis 2000 ans sur le cours Jean Jaurès, pour ceux qui connaissent, avec encore des maisons conservées jusqu'à 1 mètre, les murs 1 mètre, 1 mètre 50, des fresques, des mosaïques, des rues pavées, une fontaine, des plafonds peints écrasés sur place, etc. Donc il y a eu effectivement une fouille de l'INRAP, soigneuse, etc. Mais tout ça, c'était pour faire un parking souterrain. Donc c'est très agréable, on peut se garer maintenant facilement. Mais la question, c'est est-ce que dans 2000 ans, il y aura toujours des parkings et des voitures? Donc on a détruit définitivement quelque chose qui était là en parfait état de conservation parce que ça n'avait jamais été construit ultérieurement. Quelque chose qui était là depuis 2000 ans et qui va disparaître définitivement. Donc, c'est ça l'archéologie préventive. On préserve, on préserve par la documentation, par la fouille, mais ensuite, il n'y a plus qu'un grand trou et une autoroute, une carrière de sable, etc., etc. Donc, ce qui est en jeu, effectivement, c'est l'extrême fragilité de la vie humaine, ça va de soi, mais en même temps des civilisations et de leurs vestiges. Et si on remonte beaucoup plus loin dans le temps par rapport à ce que vient de dire Yanis, effectivement, c'est quoi le marbre? Eh bien, c'est des dépôts marins sédimentaires d'il y a 200-300 millions d'années. Donc, ils étaient là depuis 200-300 millions d'années. Et on se pose effectivement maintenant le problème des industries extractivistes qui font qu'à la fois le pétrole, etc., le charbon ont provoqué le dérèglement climatique irréversible actuel, mais qu'en même temps, c'est des ressources qui ne sont pas inépuisables, donc ils sont en train de disparaître. Donc c'est intéressant d'avoir la même question sur le marbre. Et j'étais frappé aussi sur le fait qu'il disait qu'avant, on construisait en marbre. Bon, les temples grecs sont directement en marbre, et que maintenant, le marbre, comme le disait Katharina, il sert plus de façade. Et donc ça, c'est éminemment fragile, hein, parce que ces immeubles recouverts de marbre, hein, ils vont durer au mieux 100 ans, 200 ans, et après, ça va disparaître indéfiniment. Juste une parenthèse archéologique, le fait que ça soit du marbre, ce n'est pas datable, hein. Donc, les idoles, les statuettes cycladiques qui ont aussi en même temps une grande valeur marchande, ben, on sait qu'il y a un certain nombre de faux sur le marché. Et ça, on ne peut pas les détecter que par le style, parce que la pierre, justement, on ne datera que son existence géologique. Donc, ce qu'on a dans le travail d'Elsa Mazo, pour y revenir, c'est effectivement ce télescopage sans arrêt de choses durables et de choses éminemment fragiles, d'un support en marbre, comme ces différents supports, mais avec dessus les photographies qui, elles, ne dureront pas les 200 millions d'années de ce qu'il y a sur le marbre, et que les plaques elles-mêmes, sorties de la carrière, ne vont probablement pas durer des milliers d'années en fonction de ce qui peut arriver à nos différentes civilisations. Donc à la fois l'instant pris dans la photo, l'instant de la poussière de marbre qui vole au gré du Meltem ou de son équivalent, mais pendant quelques secondes, et qui vont disparaître. Justement, elle a mis un dessin des petits tas de poussière de marbre sur le gravier de l'école française, le gravier lui-même,
dont on ne sait pas s'il va durer longtemps et qui, lui, a aussi une certaine existence, mais dont on sait qu'en tout cas, cette poussière de marbre va disparaître. Donc, c'est une réflexion sans arrêt, un va-et-vient entre jusqu'à la géologie d'il y a 200 millions d'années, mais aussi l'Antiquité grecque ou égyptienne de quelques millénaires et l'instant présent. Donc, c'est une vision à la fois optimiste parce que l'art, à chaque fois, nous fait du bien, et en même temps pessimiste parce qu'on est sans arrêt dans cet entrechoquement de l'éphémère des choses et des gens. Et de la disparition possible de la matière et de l'humanité associée. Ouais. Oui, oui, bien sûr, l'humanité, elle n'est pas vouée à durer indéfiniment, puisque les espèces vivantes, en général, ne durent que quelques dizaines de millions d'années. Mais comme je dis souvent, il y a 300 000 ans, il y avait 50 000 Homo sapiens seulement sur l'ensemble de la surface de la Terre. Donc même si les conflits à venir en font disparaître quelques millions, tant qu'il en reste 50 000, ils pourront recommencer, mais pas indéfiniment. Voilà, mais ça ne nous concerne pas directement aujourd'hui. Non, pas directement aujourd'hui. Pour revenir à la carrière, on parlait des rapports entre l'archéologie et l'ouvrier de la carrière ou le propriétaire de la carrière, selon la terminologie. Quels ont été les rapports avec l'art contemporain pour les métiers de la carrière, justement, et avec les propositions faites par Elsa lorsqu'elle est arrivée avec ses idées, ses projets ses idées et ses projets, et peut-être revenir aussi sur cette question de l'utilisation du rebut, puisque ça fait aussi partie de sa proposition et de ce qui est montré dans les jardins de l'école. Tout à fait. D'abord, on a parlé de leur rapport avec les archéologues. Eh bien, déjà enfant, je me souviens que l'ouvrier de la carrière traite un artiste différemment que si c'était un client. Je m'explique. Un client qui vient vers nous pour acheter un bloc pour par la suite le commercialiser est un cas. Mais un artiste qui vient chez nous pour se pourvoir de marbre, pour créer une œuvre d'art, ça, on le voit différemment. C'est une chose qui m'ont frappé depuis ma très jeune enfance. Mes parents en discutaient beaucoup. Comment vous dire? D'une certaine façon, le propriétaire de la carrière, le travailleur, comprend d'une manière intrinsèque que créer une œuvre d'art est très différent que construire une maison, un édifice. Pour ce qui concerne ma famille, du moins. Donc, dès le début, c'est là l'esprit. On doit aider l'artiste de toute façon possible. L'artiste, on ne le traite pas comme quelqu'un qui vient tout simplement acheter du marbre. Bon, au fur et à mesure, il y a des artistes du plastique, des sculpteurs. Elsa fut la première qui n'était pas vraiment une sculptrice. Et dès le début, elle a établi un très bon rapport avec les travailleurs de la carrière. Donc, Elsa n'était pas n'importe qui. Bien sûr, ceux qui viennent à la carrière découvrent les étapes, découvrent les chantiers. Et parfois, on achemine les personnes vers les blocs. Eh bien, pas Elsa. Elsa est venue près de nous. Elle est entrée en montagne d'une certaine façon. Elle a vu de près comment nous travaillons. Et elle a eu une expérience directe avec l'extraction. Et ce qu'elle a choisi, en fin de compte, ce qu'elle a voulu utiliser, son choix était des choses que nous, on rejetterait, les rebuts, les pièces que, selon nous, n'ont pas de valeur commerciale. Eh bien, c'est ça qui a attiré Elsa. Et ceci, du coup, était une révélation.
une nouvelle dimension pour nous. Comment vous dire? Tous ceux qui travaillaient en montagne ont compris que là, on avait affaire à une personne différente. Après un certain moment, on commençait à se disputer qui aurait affaire à Elsa, parce que sa façon de traiter était différente. De mon côté, j'ai connu Christos Erganas, un sculpteur, le seul que je connais, qui choisit avec une telle attention à le marbre qu'il va utiliser. Donc, on a déjà connu des artistes et on sait qu'il y a un rapport entre l'artiste et la carrière, parfois distante, parfois moins distante. Mais ben, pour Elsa Carrière, pour Elsa Mazo, ces rapports étaient très étroits. Donc, dès que Elsa apparaît, on se presse à lui donner la bienvenue. On lui propose des coussins pour se mettre en confort. On la, comment vous dire, on l'adore. Je ne sais pas si je vous ai répondu à la question. Moi, je veux bien resituer. En fait, je suis venue à Naxos pour la première fois parce que l'école des beaux-arts d'Athènes a organisé un symposium à Naxos avec du marbre, avec le professeur qui est le professeur qui enseigne la sculpture sur marbre au sein de l'école. Et c'est comme ça que j'ai rencontré. Alors, moi, j'étais là en tant que professeur, parce que je suis aussi professeur dans une école supérieure d'art. Et puis, il y avait un autre professeur qui venait de l'école des beaux-arts de Lisbonne, mais qui, lui, était sculpteur aussi et spécialiste de sculpture sur marbre. Donc, effectivement, le travail, finalement, est parti de là. Et c'est aussi la vidéo qu'on a vue au départ, c'est-à-dire que c'est à partir des débris que les sculpteurs faisaient en réalisant leur forme. Donc tous ces débris, ces éclats en fait de marbre que j'ai réalisé cette vidéo qui s'appelle Généalogie d'une rive et qui a été réalisée face à l'île de Délos. Donc l'idée c'était que ces fragments puissent tourner sur l'horizon et convoque aussi le mythe de Délos, qui est cette île qui s'est stabilisée à un moment. Caterina, peut-être pour finir ce second tour de table et ouvrir ensuite aux questions de la salle, si nous en avons, reboucler avec la pratique contemporaine, celle d'Elsa, mais la pratique de l'art contemporain en général. On a parlé des liens entre archéologie, savoir-faire technique, de la carrière. Comment est-ce que de votre point de vue, et comment est-ce que l'art contemporain est une porte d'entrée sur tout ça? Est-ce que ça fait possiblement un lien avec le public et ses savoirs techniques et scientifiques? Tout à fait. Je dirais même que l'art moderne est le chemin qui nous amène à un rapprochement. Et c'est comme ça qu'on s'approche de l'histoire de l'art. Et plus particulièrement, je dirais que au sein de ces projets, je trouve quelque chose de très intéressant. C'est comme quelque chose s'est inversé, notre façon de percevoir les choses. D'habitude, on cherche à trouver quelque chose, on fouille comme archéologue. Pas toute chose est évidente, il faut fouiller, il faut rechercher. Et on a une approche de révélation. Mais en art moderne, et plus particulièrement dans ce travail, c'est le présent qui nous amène vers le passé. Je m'explique. On entre dans un espace, soi-disant une carrière. Eh bien, c'est un espace que, en l'occurrence, ne devrait pas être tellement différent du contexte originel d'une carrière. Les méthodes, peu ou prou, sont les mêmes. Technologie oblige, on est avancé, mais la procédure en soi est la même, n'est-ce pas? Est-ce que je me trompe? Bon, si c'est le cas, et puisqu'il y a
ce que je considère comme un rapport direct. Il est important de comprendre que c'est à partir d'aujourd'hui qu'on va vers l'hier, et c'est comme ça qu'on commence à percevoir les choses différemment. Une chose que je ne connaissais pas, et pour la première fois, j'ai découvert en parcourant le jardin cette idée de coussin pour découper une pièce de marbre. Et si je dis des bêtises, corrigez-moi. De ce que je sais, de ce que je peux comprendre, je peux vous parler, mais sinon, corrigez-moi. Donc, je vois que vous faites cela entrer dans une fente avant que cela ne puisse blottir pour puis découper. Mais en même temps, un tel objet, elle nous amène à des associations. Un oreiller et un coussin, c'est d'abord quelque chose sur lequel on s'appuie, mais il y a aussi l'image de quelque chose qu'on pose sur le coussin. Cela nous réconforte, cela nous choye, c'est la détente, la relaxation. C'est comme un matelas. Mais si on perçoit cela différemment à travers un autre prisme, à travers le prisme de la création en général, parce qu'ici on parle d'une création, n'est-ce pas? Pour ce qui est de l'artiste, alors là, il est très intéressant de comprendre comment un objet, du coup, devient un instrument. Comment un coussin, du coup, devient un instrument. Et moyennant l'eau, ceci devient quelque chose de différent et ça devient quelque chose qui aide à couper. Ça gonfle. Et puis, un autre aspect. Je m'exprime de manière très, très particulière parce qu'il y a tellement de choses qui se passent par ma tête que vraiment, je vous parle spontanément. Ce que j'ai découvert était pour moi quelque chose d'apocalyptique. C'est une révélation. Ce qui m'intéresse le plus, c'est cet aspect de la sociabilité, l'aspect de la collaboration. On retrouve les rapports, tout comme c'était le cas par le passé, le rapport entre l'artiste, l'artisan, le travailleur, l'ouvrier, le pourtour aussi, parce que le contexte sur des îles comme Naxos, une île grande, mais en même temps pas énorme, toutes ces personnes convivent avec ces aspects. Ça fait partie de leur NDA. Les enfants, dès l'âge le plus tendre, savent ce que c'est qu'une carrière. Peut-être même, je veux penser qu'il y a des visites d'études des enfants d'école aux carrières. C'est une lecture de l'histoire des lieux et de leur façon de s'approprier de leur patrimoine. C'est l'approche entre le présent et le passé, le rapprochement, socialement parlant, au sein d'un collectif de plusieurs éléments de manière interdisciplinaire et de manière transversale, une manière transversale entre les techniques et les thèmes. Et encore quelque chose que je dois mettre en exergue, deux rapports. Un rapport sur base de la corporalité, la participation de l'être humain, même s'il est assisté par les matériaux, et ces rapports corporels. Ces rapports corporels avec l'œuvre d'art, que ce soit terre cuite ou marbre, l'argile, ceci on le connaît depuis l'Antiquité, mais pas forcément dans tous les cas. Ce n'est pas le cas de la photographie, il y a une distance et c'est la lumière qui enregistre. Ce n'est pas l'artiste, c'est l'œil et c'est la lumière. Il n'y a pas ce rapport haptique. Mais en art moderne, surtout en peinture, ce rapport existe. Je pense
pense à Jackson Pollock, et surtout, je pense au performing art, les arts performants, tout ce qui a à faire au geste, à la corporalité, à la procédure et au rituel. Et j'insiste sur le thème rituel. C'est les rituels qui associent par beaucoup l'aspect sacré à l'aspect théologique, l'aspect du divin, mais en même temps, l'art moderne. Les rituels en art moderne, que ce soit la danse ou le théâtre, ou alors l'art plastique, les arts visuels, sont des choses importantes. À travers nos discussions d'aujourd'hui, on comprend des choses, on découvre des choses de manière spontanée, des choses qui n'étaient pas évidentes. Et on parle de rapports organiques, de rapports aussi entre l'inorgane et l'organique, entre le corps humain et le matériel, que ce soit le marbre, la pierre ou autre chose. Et pour conclure, pour ne pas trop vous fatiguer, autre aspect très intéressant que j'ai retenu, et je pense que cela doit être mis en exergue, c'est que dans ce travail d'Elsa Mazo, il y a une synergie entre le fortuit et le voulu. Tout comme Elsa l'a reconnu, ce qu'il utilise est la pièce qui va être obtenue. C'est la pièce qui va être générée, bien sûr, qu'elle touche, mais c'est sur cette pièce qu'elle imprime ou intervient de sa propre façon. Et je pense, je lui ai dit aussi dans le jardin, comme on visitait des choses, que la forme en soi, tout cela est perçu d'une certaine manière selon notre façon, notre éducation et notre perception des formes. Ceci doit aussi être orienté vers comment elle va utiliser les choses et ce qu'elle va imprimer. Les corps de femmes qu'on a vus debout sur ces trépieds, je ne sais pas comment elle a fait pour que ces corps tiennent, à part ces corps parfaits de femmes. Moi, j'ai vu des ailes. Est-ce que vous avez vu des ailes, vous? Bien, il y avait des pièces de vêtements, mais chacun sa perception. Moi, je crus voir des ailes. Je me suis familiarisé avec l'aspect de Nicée de Samothrace, par exemple. Donc, à travers notre vocabulaire formaliste, qui fait partie de notre ADN, pardon, c'est comme ça qu'on perçoit les choses. Tout un chacun ses propres perceptions, n'est-ce pas? Ça aussi, c'est très important. Le fortuit, autant fortuit qu'une chose puisse être une pièce de marbre ou de pierre qui est utilisée en tant que surface sur laquelle l'artiste va travailler. Bien sûr que la façon d'y faire, il se peut qu'il y ait impression, intervention. C'est un jeu entre le fortuit et cette chose que l'artiste crée. En clôturant, je dirais que pour nous tous et toutes, est-il important à travers de telles manifestations culturelles, à part le plaisir que nous prenons, à part un plaisir ou un rejet, et il y a tellement d'aspects qui tout cela suscite, à part l'art, à part le part sensoriel, c'est aussi le part expérimental sur lequel se concentre l'art moderne. Je vous remercie. Elsa, on vous laisse peut-être un petit mot de conclusion, si vous le souhaitez, avant d'ouvrir à la salle pour quelques questions.
Non, bah, écoutez, je vous remercie beaucoup d'être là, mais je pense que le mot de conclusion revient à Jean-Paul Demoule. Merci. Mais merci beaucoup d'avoir pensé à moi. Mais je ne peux pas dire vraiment plus que ce que j'ai dit à l'instant. D'abord, ceux qui, par hasard, dans cette salle, n'auraient pas vu l'exposition, sont priés d'y aller au plus vite. Et deuxièmement, qu'effectivement, ce croisement entre l'archéologie et l'art contemporain, entre une archéologie du présent, qui n'avait aucun sens jadis, euh, est devenu présent, et c'est particulièrement frappant dans la vénérable institution qui est l'école française d'Athènes. C'est sûr qu'il y a 50 ans, une telle exposition aurait été impensable, et que je pense que des directeurs anciens doivent se retourner dans leur tombe à cette idée, et ça montre effectivement combien est féconde cette rencontre, mais qui sans doute veut dire aussi quelque chose sur notre époque contemporaine, c'est-à-dire cette réflexion sur le passé, comment ce passé passe plus ou moins bien, et nous permet et nous interroge sur un futur qui quelquefois nous paraît à tort incertain. Donc merci encore, Elsa. Merci à vous et voilà, merci d'être venu. Merci beaucoup à tous. Y a-t-il des questions dans la salle? Nous avons un micro qui peut circuler. Evangelia, puis-je te demander de l'aide sur ce sujet? Et la première question étant la plus difficile, on peut passer tout de suite à la deuxième question. Et s'il n'y a pas de questions, eh ben, il nous reste à vous remercier tous et toutes très chaleureusement. Et ah si, voilà une question. Oui. Θα ήθελα να μάθω Je voudrais savoir davantage sur la façon d'impression sur marbre. Quelle fut la procédure utilisée? Comment vous avez fait pour que les photos soient imprimées sur marbre? Et comment avez-vous fait pour que ces images soient pérennes? Je pense pas qu'elle soit pérenne et ça fait partie d'une volonté d'un processus. Elles tendent à disparaître, comme l'avait dit tout à l'heure Jean-Paul Demoule. Il s'agit d'impressions laser photographiques. Donc vous allez peut-être les voir s'effacer petit à petit, puisque l'exposition va durer jusqu'au mois de septembre. Donc en revenant régulièrement, vous pouvez même les photographier, et vous aurez ce qu'on appelle un timeline de disparition des photos, mais peut-être pas tout de suite. Tu as des expériences justement de durée de ce procédé? Oui, absolument. Il y a des pièces que je réalisais justement d'une carrière à Matera. Il s'agit là de métal, parce que c'est du métal de toiture. Et elle résiste, ça fait 10 ans. Matera, qui est par ailleurs un célèbre site archéologique, et sinon une célèbre carrière de marbre. Ce que j'ai trouvé assez incroyable à Matera, c'est que le site archéologique a été évidé de ses habitants, et donc ils ont construit cette ville de Matera pour les accueillir, ce qui est d'ailleurs le lot de Petra, etc. Donc, Ou de Delphes au hasard. ou de Delphes. Et c'est cette tension-là qui m'intéresse, de savoir comment, quand un site s'évide, qu'est-ce
Qu'est-ce qui se passe avec ses habitants? Comment ils regardent ce site? Alors, c'est étonnant que tout à l'heure, Yanis ait parlé de cette tension entre les carrières et les sites archéologiques, parce que moi, ma question est plutôt celle des habitants. Merci. A-t-on une autre question? Ici, Evangelia, juste un peu devant. Je veux parler en grec parce que mon français est un peu fatigué, dit l'orateur. Bon, tout d'abord, c'était une idée excellente. Je félicite Madame Azot et tous et toutes. En tant que professeur de géologie économique, de par quelques études aussi effectuées à Naxos, ma question vers Madame Azot est spécifique. Est-ce que vous avez l'intention de revenir sur Naxos et est-ce que vous allez aussi travailler sur une autre pierre aussi intéressante? Je parle de ce matériel à Koronos qu'on utilise pour lisser la pierre. Ça, c'était le matériel que était par le passé crucial. Grâce à ce matériel de lissage de la pierre, on a pu avoir ces statuettes. Très récemment, on peut aussi trouver des idées sur comment ce matériau est extrait, des choses qui sont associées à ce travail excellent que vous avez découvert. Merci beaucoup. Je vous remercie beaucoup. Je suis touchée. Parce que un géologue, c'est c'est très intéressant. Oui, je reviendrai à Naxos et effectivement, ce travail, alors j'ai pas tout saisi dans la traduction sur l'outil dont vous parliez de lissage de pierre. Mais ce qui m'intéresse, en tout cas dans le travail, c'est aussi d'avoir une réflexion sur les outils. C'est l'émery, madame, c'est le émery. Voilà. Merci beaucoup. Désolée. Mais ce qui m'intéresse aussi, c'est les outils qu'emploient les ouvriers dans la carrière et effectivement ceux au sein des marbreries, bien sûr. Et donc, il y a tout un vocabulaire possible qui est extrêmement riche et que j'espère que je vais pouvoir continuer à explorer entre une matière brute, une matière lisse, entre évidemment tous ces outils qu'ils utilisent au sein même de la carrière, comme par exemple ce forage qui pour moi était le forage qu'ils utilisent pour pouvoir passer la courroie et découper la montagne. Donc je ne sais pas si vous aviez vu la pièce qui s'appelle Partition et qui est un livre ouvert qui contiennent ces forages. Mais la matière de l'émery, je l'ai rencontrée à Naxos aussi. Et j'aimerais beaucoup faire une pièce avec ça un jour. Voilà, on a même des projets pour le futur maintenant. Merci beaucoup, merci à tous pour votre présence et je vous souhaite une excellente fin de soirée.